Bonjour, alors je vais faire une vidéo sur le mouvement des Gilets jaunes auquel je peux difficilement m'empêcher de penser constamment et en particulier sur les rapports ou l'absence de rapport entre la gauche et les Gilets jaunes. Mais je dois faire d'abord plusieurs remarques préliminaires. Premièrement, je ne suis pas un gilet jaune, je suis tout à fait conscient d'être privilégié par rapport à eux et je ne peux pas m'identifier à eux. J'ai été à une manifestation, mais je ne suis pas assez jeune pour m'enfuir devant les gaz lacrymogènes et ni capable de leur résister. Donc effectivement, l'intimidation, la tactique de la peur vis-à-vis des manifestants marche en tout cas dans mon cas et dans le cas, à mon avis, de beaucoup d'autres personnes. Troisième aspect, c'est que j'ai été extrêmement choqué quand j'écoutais les témoignages des Gilets jaunes du degré de misère qui existe en France. Je ne m'y attendais pas parce que je ne suis pas sociologue ni économiste, je n'ai pas étudié la question. J'ai lu évidemment Guy Luy qui parlait de la France périphérique et qui évidemment s'est fait taper dessus parce qu'il parlait d'un problème social qui n'était pas lié aux banlieues, qui n'était pas lié aux réfugiés, aux minorités. On reviendra à ces thèmes-là dans un moment. Mais n'empêche, quand on entend les témoignages de gens qui travaillent 50-60 heures par semaine, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, quand on entend des infirmières qui n'en sortent pas, etc., quand on entend toutes les misères qu'il y a, c'est vrai que c'est assez choquant, surtout que j'ai vécu aux États-Unis, et là j'ai pu constater cette misère généralisée. Je définissais toujours les États-Unis à travers une phrase de Prévert dans Le Notre Père, qui parlait de la paille de la misère qui pourrit dans l'acier des canons. Et les États-Unis dépensent des sommes surréalistes dans leur budget militaire, mais par ailleurs, il y a une énorme misère, une misère économique qu'on peut voir dans les grandes villes, mais aussi une misère sociale, une misère psychologique. Il n'y a qu'à voir les épidémies de drogue, les tueries, les prisons qui débordent, etc., etc. En France, je pensais que c'était différent, en Belgique aussi, et la situation n'est pas aussi catastrophique qu'aux États-Unis, mais n'empêche, ça m'a étonné. Et donc, ça m'a... d'un autre côté, dès le début, évidemment, le mouvement m'a enthousiasmé, parce qu'effectivement, je pense que c'est un retour de ce qui était le grand absent de tous les mouvements sociaux depuis des années. C'est un peuple en colère, et un peuple qui est mobilisé contre l'oligarchie, contre les élites dominantes. Alors, le quatrième point, c'est que je voudrais commencer par une comparaison avec mai 68, puisque ça c'est l'autre grande explosion sociale en France, que Macron voulait d'ailleurs célébrer, je ne suis pas sûr qu'il y pense encore, mais il y a plusieurs similarités entre le mouvement de 68 et le mouvement actuel, et aussi des différences importantes. Alors dans les similarités, je remarque que comment dirais-je, il y avait, premièrement, que le mouvement n'était pas prévu. En 68, un peu avant, c'est assez célèbre, Viançon-Ponté, qui était un journaliste célèbre au monde, écrivait « La France s'ennuie ». Et d'une certaine façon, il y avait une croissance économique, il n'y avait pas énormément de chômage, enfin, il n'y avait pas tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, mais il y avait une lourdeur morale, il y avait un paternalisme, il y avait toutes sortes de contraintes sociales qui ont explosé à ce moment-là et qui avaient un autoritarisme, on peut dire, oui, c'était une révolte anti-autoritaire, et l'État, les familles, l'éducation, etc., étaient très autoritaires, beaucoup plus que maintenant, et ça a entraîné cette révolte. Ici, évidemment, les causes sont certainement très différentes, elles sont plus socio-économiques et liées à tout ce que vous pouvez voir dans les Gilets jaunes, mais enfin c'était imprévisible, imprévu. Deuxièmement, le mouvement est spontané. C'est une erreur de croire qu'ils sont manipulés par l'étranger. Tout le monde pense toujours, quand il y a un mouvement qui ne leur plaît pas, qu'il est manipulé par l'étranger. À l'époque, les gaullistes pensaient que ça a été manipulé par l'Allemagne de l'Est ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui rejettent mai 68 qui pensent que c'était les Américains. Certainement, les Américains étaient contents de voir De Gaulle en embarras, mais c'est pas pour ça qu'ils ont créé le mouvement. Maintenant, les macroniens disent « mais c'est les Russes qui interviennent ». Évidemment, ce n'est pas les Russes qui interviennent. Trump se réjouit, mais ce n'est pas Trump qui manipule le mouvement. Ces mouvements comme ça sont très difficiles à être entièrement manipulés par l'étranger, même si évidemment l'étranger peut s'en réjouir ou les soutenir de façon marginale. Il n'y a pas des milliards de dollars ou d'euros qui sont dépensés pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes, contrairement à ce qui se passe dans d'autres révolutions qui sont réellement colorées. Alors, dans les deux cas, le mouvement est parti d'un détail ou
aspect qui est relativement oublié après. Dans le cas des Gilets jaunes, ça a été des manifestations contre la guerre du Vietnam qui étaient d'ailleurs assez violentes et qui ont donné lieu au mouvement du 22 mars, pas de mai, mais mars, et d'où est parti le mouvement de 68. Alors, ici, évidemment, le détail, c'était l'augmentation des prix du gasoil, mais dans les deux cas, ça a débouché sur une contestation générale de la société, des cadres, dans le cas de 68, des cadres autoritaires, moraux, des rapports familiaux, etc. Vous avez les mouvements féministes, écologiques, etc., qui sont partis de cette époque. Et dans le cadre actuel, on voit bien que les Gilets jaunes disent oui, l'histoire du gasoil, c'est un détail, c'est pas parce qu'on supprime des taxes qu'on va s'arrêter, on veut une démocratie participative, un référendum d'initiative populaire, on veut que le gouvernement s'en aille, etc., etc. Dans les deux cas, il n'y avait pas de programme de revendication, parce que en 68, il n'y avait pas de revendication précise, et ici non plus. Et dans les deux cas, on s'est focalisé sur le chef de l'État. En 68, un des principaux slogans, c'était « 10 ans, ça suffit ». Les 10 ans faisant allusion au fait que De Gaulle était arrivé au pouvoir en 58, et on était en 68. Ici, c'est Macron démission. Donc de nouveau, on se trouve dans une certaine analogie. Mais il y a des différences. En 68, il y avait le mai étudiant et le mai ouvrier. Le mai ouvrier a été rapidement contrôlé parce qu'il était encadré à l'époque par la CGT et le Parti communiste, et ils ont obtenu des avantages salariaux importants dans l'accord de Grenelle, et le gouvernement et le patronat ont mis le maximum de l'Est pour en finir avec le mouvement ouvrier. Et le mouvement étudiant a été rapidement et totalement vaincu très très vite, parce que De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale où il avait une majorité mais pas énorme, a eu des nouvelles élections, et les nouvelles élections ont été un triomphe immense pour les gaullistes. Ils ont eu une majorité énorme à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas du tout, c'est une erreur de croire que mai 68 avait partir de Gaulle. En plus, à gauche, le Parti communiste, qui était quand même encore important à l'époque, détestait les gauchistes. Donc ce mouvement a été un échec total à court terme. Mais, et c'est ça ce qui est important, et là je ne sais pas ce qui va se passer avec les Gilets jaunes, c'est que le mouvement de mai 68, étudiant, petit bourgeois, a continué à essaimer, si on veut, au point de vue idéologique, dans les mouvements féministes, écologiques, et aussi par certains mouvements en principe révolutionnaires, maoïstes, trotskistes, etc., dans les années qui ont suivi, dans les années 70, et ça je l'ai bien connu à cette époque, et est arrivé au pouvoir d'une certaine façon à travers les années Mitterrand. Parce que dans les années Mitterrand, les gauchistes, qui évidemment s'étaient assagis depuis 68, sont entrés dans les institutions, dans les universités, dans les maisons d'édition, dans les médias, et d'une certaine façon, aujourd'hui, ils ont une position, ou leurs descendants, ou leurs élèves, etc., ont une position essentiellement dominante dans le champ intellectuel. C'est en train de changer, mais c'est jusque récemment une position totalement dominante. Alors, évidemment, la grande différence entre le mouvement actuel et le mouvement de 68, enfin, le mai étudiant, comme je dis, le mai ouvrier a été rapidement contrôlé, mais en échange d'avantages importants au point de vue salarial. Le mai étudiant, il a été vaincu, mais à terme, il a gagné. À court terme, on pouvait dire qu'en 68, la CGT avait gagné, mais maintenant, c'est les gens issus du mai étudiant qui ont totalement vaincu la CGT et le PCF, enfin, ou qui les ont complètement transformés. Et donc, il y a eu cette histoire complexe. Ici, comment dirais-je, le mouvement des Gilets jaunes est plus semblable au mai ouvrier, bien qu'il ne soit pas strictement parlé ouvrier, parce que ça rassemble des indépendants, des pensionnaires, enfin ça rassemble tous les laissés pour compte de la société, mais pas la classe ouvrière au sens traditionnel du terme. Et on ne sait pas ce que ça va donner, l'avenir le dira. Mais en ce qui concerne Macron, je pense qu'il est dans une situation très difficile. Une des erreurs de Macron, outre qu'il a voulu aggraver encore les réformes qui avaient été faites précédemment, c'est qu'il a dit tout haut ce que la bourgeoisie dit tout bas. C'est-à-dire qu'il a parlé des fainéants, des gens réfractaires au progrès, au changement, enfin, des gens qui sont illettrés. Enfin, il a dit ce que, en fait, dans sa classe sociale, on dit du peuple, mais que les politiciens intelligents ont l'habileté de ne pas dire en public. Et donc ça a évidemment augmenté encore l'hostilité à l'égard de sa personne. Mais évidemment, il n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est toute la situation dans laquelle le néolibéralisme nous a mis et dont les gens, et l'Europe, et dont les Gilets jaunes ne sont pas nécessairement conscients. Je pense, par l'avance, le discours de Macron, on l'a dit, mais je pense que Macron
va essayer de s'en sortir en jouant sur l'interprétation libérale ou néolibérale du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, il va dire, oui, il y a trop d'impôts, je me suis trompé, c'est vrai, il y a trop d'impôts, il faut couper les impôts. Lui, il est pour. Il a coupé les impôts sur les riches, mais il veut bien couper les impôts ailleurs. Tout ce qu'il veut, c'est réduire les dépenses de l'État, donc il ne demande pas mieux. S'il diminue les impôts sur le carburant, sur d'autres choses, ce qui va se passer, c'est simplement qu'il va diminuer les dépenses sociales ailleurs. Il y a encore des universités, des écoles, des hôpitaux, etc. Il y a encore des soins de santé, il y a toutes sortes de choses en France, l'administration, dans laquelle on peut couper. Donc il va faire ça. Ça va être sa carte de sortie. Mais est-ce que les Gilets jaunes vont se calmer à cause de ça? C'est très difficile parce qu'ils se sont radicalisés avec des demandes qui sont, elles, inacceptables par le système, comme une démocratie plus directe, un référendum d'initiative citoyenne et des choses comme ça. Bref, tout ça, ce sont des préliminaires. Maintenant, je vais arriver à la question principale. C'est pourquoi la gauche était absente du mouvement des Gilets jaunes. Alors évidemment, on verra Mélenchon, Ruffin, etc., dans les cortèges des Gilets jaunes, qui vont essayer de récupérer le mouvement. À mon avis, ils n'y arriveront pas, mais ils essaient de le récupérer. Mais la question n'est pas simplement pourquoi ils ne le récupèrent pas, mais pourquoi ils ne sont pas à la base du mouvement. Pourquoi ils n'ont pas organisé le mouvement? Pourquoi ce peuple ne s'identifie pas? Eux, ils ne s'identifient absolument pas à la gauche, ni à la droite, ni à l'extrême droite. C'est pas vrai qu'ils sont d'extrême droite. C'est pas parce qu'ils sont d'extrême droite, mais simplement ils sont en général apolitiques. On a interviewé des gens qui n'ont jamais participé à une manifestation, donc ils n'ont pas été dans les cortèges de la CGT, des trucs comme ça, contre la loi travail. Ce sont des gens qui ont tout accepté, et à un moment donné, ils en ont ras-le-bol. Et c'est le ras-le-bol qui domine. Il n'y a pas de programme politique, il n'y a rien. Mais la question, c'est pourquoi justement la gauche n'a pas organisé ces gens-là. Et ça revient à des questions qui, à mon avis, sont fondamentales et qui renvoient justement à l'héritage de 68. À ce que 68 est devenu, je ne dis pas 68 en 68, ça c'est compliqué, mais 68 tel qu'il a été institutionnalisé à travers les années Mitterrand et les années qui ont suivi. Et si vous voulez, d'abord dans l'imaginaire radical de la gauche 68arde, tout a changé par rapport à la gauche classique. Dans la gauche classique, le problème était socio-économique. Et le but était une forme ou une autre de socialisme. Pour les communistes, le socialisme soviétique, mais pour d'autres formes de socialisme, peut-être plus social-démocrate ou plus libertaire, etc. Les avis pouvaient diverger, mais l'agent du changement, c'était les travailleurs, la classe ouvrière, les salariés, parce que c'est eux qui, à travers la grève, pouvaient bloquer l'économie. Dans la nouvelle gauche, la gauche qui a suivi 68, tout a changé. Le problème du socialisme socio-économique a disparu, seuls restaient les droits de l'homme et les droits des minorités. Et la figure du révolutionnaire a été transformée par le rebelle, où le rebelle, c'est le dissident, surtout dans les pays de l'Est ou dans les pays que les Américains n'aiment pas, l'homosexuel, le LGBT, les femmes quand elles sont vues comme féministes, les juifs, les arabes, les noirs, enfin toutes les minorités, et toujours les groupes qui sont vus intrinsèquement comme victimes. Et donc, ce n'est même plus une question de transformation sociale, c'est une revendication d'un groupe victime, intrinsèquement victime, dont on ne sait pas très bien ce qui pourrait les satisfaire, parce que je les entends se plaindre tout le temps, donc je ne sais jamais, dans le discours, je ne dis pas qu'il n'y a pas des discriminations, etc., mais je ne vois pas comment on pourrait dire un jour, non, maintenant le problème est résolu. Et donc, il y a ce discours récurrent, où effectivement il y a le groupe dominant, qui sont les blancs, etc., qui sont les hommes blancs, mâles, etc., qui sont la cible. Alors il faut unir tous les marginaux contre eux, mais sans programme particulier. J'ai un jour eu un débat avec un militant antiraciste belge qui m'a dit « l'ennemi, c'est l'homme blanc de 40 ans ». Bon, c'était clair. Et alors il voulait unir les juifs, les musulmans, les homosexuels, etc., contre l'ennemi qui était l'homme blanc de 40 ans. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui souhaiter bonne chance, mais bon. Et alors, corrélativement à cette notion du rebelle comme révolutionnaire, ou du marginal, ou du persécuté, on est arrivé à la haine de la nation, de l'État-nation. Parce qu'évidemment, l'État-nation est le cadre dans lequel les transformations socio-économiques se sont toujours faites. Et d'une certaine façon, à partir du moment où on abandonne ce cadre et où on vient avec une idée vague de droits de l'homme universel, etc., qui ne font plus appel à une communauté nationale, l'idée de la nation devient suspecte,
Et en plus, on a eu cette transformation assez radicale dans la pensée de gauche qui a fait que l'État-nation en soi, l'amour de la patrie, ou le nationalisme comme ils disent, est devenu la cause de tous les malheurs du XXe siècle. Ce qui était en rupture totale avec le marxisme. Moi, je ne suis pas marxiste, mais pour le marxisme, la guerre de 14, par exemple, ça venait du capitalisme, de l'impérialisme, le fascisme aussi, c'était lié au capitalisme, etc. Tout ça, ça a disparu. Maintenant, il n'y a plus que le sentiment national qui est en cause et qui est coupable, si vous voulez, de tous les malheurs du XXe siècle. La haine, si vous voulez, la haine de l'autre, qui est supposée être intrinsèque à l'État-nation. Alors, on a aussi eu droit à l'identification dans le discours, de nouveau, entre la France et Pétain. Identification que De Gaulle rejetait, que Mitterrand même, qui n'était pas le meilleur au point de vue souveraineté, a rejeté, et qui est rentré petit à petit. Bon, Chirac l'a accepté plus ou moins, puis après c'était le mal en pis, mais dans l'idéologie, c'est devenu courant. Par exemple, même Mélenchon, qui n'est pas le pire, mais Mélenchon a traité les gens, il y a quelques années, les gens qui voulaient sortir de l'euro, de maréchalistes, donc de pétainistes. Alors que l'euro, ça veut simplement dire que la parité entre l'ex-franc français et l'ex-marque allemand sont de 1 à 1. Mais la parité des monnaies, c'est une question technique. C'est pas une question d'être fasciste, raciste, tout ce que vous voulez, ou d'être maréchaliste. Et le fait que Mélenchon dise cela, c'est parce que toute idée de souveraineté qui serait liée au contrôle de la monnaie est considérée comme d'extrême droite. Et ça montre le degré de folie dans lequel on est tombé. Bien sûr, Mélenchon ne dirait plus ça aujourd'hui. Maintenant, il se rend compte que le problème de l'euro est assez sérieux, mais il l'a dit dans le temps, il a dit ça. Alors, corrélativement à la haine de la nation, vous avez la haine du peuple. C'est lié, évidemment, c'est lié au fait que le peuple est attaché à la nation. Ce qui est frappant dans les Gilets jaunes, c'est que dans toutes les manifestations, vous avez plein de drapeaux français, plein de Marseillaises. J'ai pas entendu une fois l'international, évidemment a fortiori l'hymne à la joie, l'hymne européen, ni le drapeau européen, ni rien du tout. Les drapeaux européens, vous les avez dans les meetings de Macron, mais vous n'avez pas dans les Gilets jaunes. Et donc, ils sont intensément, ce sont les moins agressifs de tous. Je suis sûr que si vous demandez aux Gilets jaunes s'ils veulent détruire la Syrie, ils ne veulent pas détruire la Syrie, ils n'auraient pas voulu détruire la Libye. Ce n'est pas eux qui veulent des guerres, c'est un nationalisme totalement pacifique, mais effectivement, un sentiment que le peuple est uni dans un cadre qui est celui de la nation. Et ce cadre, évidemment, traditionnellement, la gauche l'a soutenu. Il était à la base de la Révolution française, de la souveraineté nationale. Dans les années du 19e siècle, Marx et Engels étaient favorables aux insurrections nationales dans l'Empire austro-hongrois, dans l'Empire russe, etc. Et donc, la revendication, pendant les années 60 ou 50, d'autodétermination des peuples en Algérie, au Vietnam, etc., c'était des revendications intensément nationalistes. Ces mouvements, si vous regardez le FLN algérien ou vietnamien, ils étaient intensément nationalistes. Et tout cela a été approuvé par la gauche, mais quand il s'agit de la France, alors tout ça s'est rabattu sur Pétain, comme si De Gaulle n'était pas nationaliste ou comme s'il était pétainiste, comme si les communistes n'étaient pas nationalistes, ils l'étaient intensément aussi. Et donc, tout ça a été discrédité. Et alors, évidemment, on a cette hostilité à la nation et au peuple comme aimant sa nation. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une rupture structurelle entre les Gilets jaunes et la gauche actuelle. Alors, je ne sais pas s'il faut les considérer comme de gauche, mais ils ont été très influents dans la gauche. Des gens comme BHL et Cohn-Bendit, ils font des commentaires. Maintenant, pour eux, les Gilets jaunes, c'est des fascistes, c'est des racistes, des homophobes, etc., etc. Et ils ne savent pas quoi inventer. Je me rappelle qu'il y a très longtemps, il y a un certain temps, dans une manifestation du 1er mai, j'ai vu des gens, probablement des antifascistes, qui ont chassé et pourchassé un monsieur qui se promenait avec un drapeau français. Alors, je trouve ça un peu étonnant, parce que pour moi, le drapeau français, c'est quand même pas... Bon, le drapeau français, en Algérie, c'est une chose, mais à Paris, c'est une autre. Et c'était le drapeau que les gens agitaient à la Libération. Donc, je ne voyais pas ce que ce drapeau avait d'intrinsèquement fasciste ou critiquable. Quand Mélenchon s'est mis à refaire chanter la Marseillaise dans ses meetings, ce qui était mieux vaut tard que jamais, mais il se rendait compte que l'antinationalisme ou l'antination, le sentiment antinational dans la gauche ne marchait plus. Il a été critiqué évidemment par son aile gauchiste ou par les gauchistes. Et donc vous avez cette hostilité. Alors, ce que je dois dire, c'est en faveur des Gilets jaunes, c'est qu'effectivement le mouvement des Gilets jaunes est populiste et dans ce sens, il est lié au Brexit, à l'élection de Trump, à l'élection de Salvini, etc. Mais, et ça c'est quelque chose sur lequel je vais insister, à l'honneur des Gilets jaunes et du peuple français, ce mouvement est très républicain. Moi, justement, alors que la police de la pensée essaye de trouver la moindre phrase raciste, homophobe, etc., ils n'en trouvent pas beaucoup. Or, il faut bien se rendre compte que quand un mouvement est totalement inorganisé,
qui n'a pas de cadre, qui n'a pas d'exclusion, qui n'a rien du tout, moi je peux mettre un gilet jaune, sortir en rue, dire vive Hitler, la Palestine libre de la rive à la mer, je sais pas, Allahu Akbar, je sais pas quoi, et je ferai les délices de BFM TV. Évidemment, je serai aussi en garde à vue, mais je ne vais pas le faire. Mais je veux dire, n'importe qui peut dire n'importe quoi au nom des Gilets jaunes. Et donc, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait si peu de choses racistes. Et en fait, je trouve ça assez remarquable que les Gilets jaunes se sont mis à genoux, avec la main sur la tête, en solidarité avec les étudiants qui s'étaient fait attraper à Mont-de-la-Jolie. Et qui avaient été mis à genoux et avec les mains sur la tête. Mais je remarque que sur les sites d'extrême droite ou sur les gens d'extrême droite, les gens, y compris Ségolène Royal, je vais mettre le lien dans les commentaires, Ségolène Royal aussi, elle trouve ça normal, elle trouve que ça leur fait une leçon, ça leur fera un souvenir, et elle oublie évidemment les principes du droit élémentaire, c'est que, un, pas de punition collective dans un droit démocratique, et deux, c'est pas à la police de faire la justice. Donc, que des gens soient arrêtés en groupe, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et puis qu'on fasse le tri après, ça je veux bien, mais les humilier comme on l'a fait, c'est une forme de punition. C'est pas à la police de faire ça, numéro un, et c'est collectif, parce qu'on a, in fine, retenu un petit nombre de casseurs dans ces gens, donc il y avait là-dedans des gens innocents, et on ne peut pas, de punition collective, c'est justement punir des innocents, donc ça va contre tous les principes de droit, et ça n'a aucune importance, que ce soit à Mantes-la-Jolie, ou dans le 8e arrondissement de Paris. Justement, de nouveau, toute la pensée du rebelle, du marginal, etc., fait qu'on va se focaliser sur le fait que ça se passe dans une ville à forte proportion de descendants d'immigrés, mais c'est pas ça la question est une question de droit élémentaire. Alors, donc si vous voulez, je pense que le fait que les gens se soient solidarisés à ça montre combien ils ne sont en fait pas, s'ils étaient des bons racistes d'extrême droite, ils diraient, comme le font certains sites, « Oh, c'est des casseurs, c'est bien fait pour leur gueule, hein, ça leur fait une leçon, etc. Bon, et il faut maintenir l'ordre, etc. » Et donc, je pense que la gauche intellectuelle, comme j'essaie de l'expliquer, qui petit à petit a obtenu une position hégémonique et domine encore la pensée de ce qui passe pour la gauche, a eu un effet catastrophique et suicidaire, parce que, premièrement, le socio-économique va toujours se faire, enfin pour une durée indéterminée, à l'intérieur d'États-nations. C'est le meilleur cadre pour faire des transformations. Au niveau européen, vous n'y arriverez pas parce que les gens ne vont pas s'entendre. Et finalement, vous avez délégué votre pouvoir à une bureaucratie non élue qui n'en fera qu'à sa tête et qui ne fera pas nécessairement des choses progressistes. Et au niveau l'autre aspect par lequel on a attaqué l'État-nation, c'est l'encouragement à tous les communautarismes, à tous les régionalismes, etc. Mais ces communautés, ces régions ne sont pas assez fortes pour imposer des politiques socio-économiques progressistes d'une part, et d'autre part, elles sombrent en général dans un nationalisme encore pire que le nationalisme qui règne dans l'État-nation en général. Si vous regardez d'un peu près, vous verrez qu'il n'y a rien de sympathique dans le nationalisme breton, corse, etc., ou dans le communautarisme des différentes communautés qui existent en France. Et donc, ça a été cette attitude de la nation et du peuple a été totalement suicidaire. Parce qu'en plus, évidemment, si vous voulez faire une politique progressiste et vous appuyez uniquement sur les instances supranationales, sur les cours européennes des droits de l'homme, sur la Cour européenne de justice, sur l'OTAN, sur l'UE, etc., et vous ne vous préoccupez jamais, mais jamais, de savoir ce que votre propre peuple pense, c'est totalement suicidaire. Or, c'est évidemment ça, ce qui a dominé la pensée de la gauche pendant un certain temps. Alors je vais terminer par une analyse de classe de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche, parce que cette gauche n'est pas, comment dirais-je, n'est plus du tout liée au peuple d'une certaine façon, comme elle pouvait l'être dans l'ancienne gauche, où un certain nombre de dirigeants étaient directement d'origine ouvrière, comme Marchais ou Duclos ou d'autres, ou même dans le monde socialiste, en tout cas en Belgique. Et maintenant, elle est presque entièrement d'origine petite bourgeoise. Les intellectuels qui l'informent sont d'origine de l'intelligentsia petite bourgeoise, de gens qui ont des postes en général dans les universités ou dans les instituts de recherche, et ces gens forment une couche sociale à part. Ce n'est pas la bourgeoisie, ce n'est pas les détenteurs de moyens de production, ce n'est pas non plus les travailleurs, c'est une couche à part. Alors cette couche-là, je la caractériserai de la façon suivante. Ce sont, pour utiliser une expression qu'utilise Noam Chomsky, la prêtrise séculière. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont remplacé la prêtrise de l'Ancien Régime. Dans l'Ancien Régime, tout le monde admettra que les prêtres jouaient un rôle intermédiaire entre l'aristocratie et le peuple, ou la monarchie et le peuple, où elles jouaient un rôle de justification. On disait, voilà,
résignez-vous, la vraie vie c'est dans l'au-delà, soumettez-vous au monarque de droit divin ou des choses comme cela. Et même dans la guerre froide, par exemple, j'ai bien connu cela en Belgique et c'était la même chose en Italie, l'Église joue un rôle de soutien indirect au capitalisme, pas tant qu'ils aimaient le capitalisme, mais ils haïssaient le communisme parce qu'il était athée, aussi les socialistes qui souvent étaient athées, et donc le mouvement de la gauche était détesté dans le milieu catholique, et de ce point de vue-là, indirectement, ils étaient un soutien du capitalisme, bien que, comme on l'a vu par la suite, l'Église actuelle n'est pas ce qu'il y a de plus pro-capitaliste. Mais l'idéologie actuelle des héritiers de 68, qui s'exprime dans la petite bourgeoisie intellectuelle, dans ce que j'appelle la prêtrise séculière, elle est parfaitement fonctionnelle dans l'idéologie, dans la défense du capitalisme actuel. Elle a remplacé, si vous voulez, la religion traditionnelle par la religion des droits de l'homme, de l'individu, etc. Et évidemment, cette façon de voir les choses est parfaitement fonctionnelle dans le système capitaliste parce que il prône évidemment l'abolition des frontières, donc la libre circulation du capital, la libre circulation des travailleurs qui permet de les exploiter, soit de les exploiter dans leur pays d'origine ou les faire venir ici pour les exploiter ici. L'individu roi, c'est-à-dire l'individu qui effectivement est totalement détaché des contingences de la communauté nationale, donc il se fiche pas mal de savoir quelle politique socio-économique peut être faite au niveau de l'État-nation. Et donc, cette idéologie qui est celle héritée de 68, la haine de la nation, la haine du peuple aussi, parce que le peuple, c'est un ciment potentiel dans le cadre de l'État-nation. Toute cette idéologie, si vous voulez, est parfaitement fonctionnelle dans le cadre du système capitaliste actuel et remplace d'une certaine façon le rôle que jouait l'Église catholique, principalement dans nos pays, dans le passé. Mais en même temps, comme je l'ai dit, une politique qui oublie la nation et le peuple est complètement suicidaire. Et je pense que ce que les Gilets jaunes montrent, c'est le suicide, le résultat du suicide de la gauche. Alors ce sur quoi ça va déboucher, et est-ce qu'il y a moyen de créer une nouvelle idéologie progressiste qui pourrait s'articuler avec celle des Gilets jaunes, ça, je dirais que les paris sont ouverts, je l'espère, mais je n'y crois pas très fort.